Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes nombreux. On va juste faire un petit test avec ceux qui sont présents déjà pour me dire si vous avez un bon son et si l'image est aussi cohérente, sachant que j'ai le micro à côté de moi et que j'espère qu'il est juste bien branché. Donc apparemment, on a un plutôt bon son, c'est parfait, et l'image a l'air aussi cohérente. Ok, tout roule, parfait. Donc rebonjour à tout le monde. On va attendre un peu le temps que tout le monde arrive, parce qu'il y en a qui sont forcément un petit peu en retard, et on va commencer en suivant. Je vais juste vous faire une petite présentation en amont, pour vous expliquer un peu le principe du webinaire et comment ça va se dérouler pour ceux qui n'ont encore pas participé. Donc on a 1 heure à passer ensemble. On va diviser l'heure en deux, 30 et 30. La première partie du webinaire, je vais la consacrer à l'explication, là pour le coup, des 10 astuces mentales à mettre en place autant que possible à l'entraînement, en essayant d'être le plus exhaustif et le plus précis possible, en m'appuyant sur à la fois des connaissances scientifiques, mais aussi sur des choses beaucoup plus empiriques, observées sur le terrain, ou des choses qu'on a mis en place chez Focus ou moi directement en préparation mentale. Et l'autre demi-heure sera consacrée à vous, à vos questions. Je vous laisserai la parole pour me poser toutes les questions que vous avez envie de poser et qui vous paraissent utiles pour votre propre pratique d'entraînement ou de préparation mentale, ou autre chose si vous êtes ni l'un ni l'autre. Donc, vous avez pour ce faire l'onglet questions en bas à droite normalement, et vous pouvez aussi directement sur le chat envoyer les questions et je vous répondrai pas tout de suite pour le coup, mais dans la phase de questions, je reviendrai sur vos questions, les lirai, et donc je ferai un point avec vous sur ce dont vous avez besoin et quelles sont vos aspirations sur le terrain. Si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Alors, on a un programme qui est très conséquent aujourd'hui parce que souvent on met 5 astuces ou 5 pièges, à pas commettre, on en a mis 10. Donc, on va avoir 10 choses, ce qui veut dire beaucoup d'éléments à vous expliquer et à décrire. Donc, des fois, je vais aller un peu vite, je m'en excuse déjà. Mais on aura le temps d'en reparler dans la phase de questions. Mais voilà, dites-vous qu'on va avoir 10 éléments ensemble, donc beaucoup de choses à vous partager. Et j'insiste, d'être le plus précis possible. En complément, sachez que vous allez recevoir à la fin du webinaire un petit récap avec un sketch note qui fera un petit condensé, un petit résumé de tout ce qu'on a abordé ensemble. Et vous aurez aussi la possibilité de regarder en replay ou sur YouTube soit le résumé, soit la vidéo en entière du webinaire. Là, il y a plusieurs options et on propose le maximum de support pour que vous ayez vraiment accès le maximum possible à tout ce qu'on peut vous transmettre en termes de contenu, pas tant de formation, mais de contenu vraiment pratique en préparation mentale. Alors, si vous êtes prêts, on y va. On va commencer avec la première astuce qui sera très simple, mais qui, vous allez voir, va être un peu aussi logique, enfin, va permettre de travailler tout le reste des astuces. La première astuce qu'on vous propose de faire, c'est de prendre des notes. Essayez toujours d'aller à l'entraînement, de travailler en préparation mentale quand vous allez observer quelqu'un sur le terrain avec un cahier et un stylo. Prenez de quoi noter et notez ce qui vous semble intéressant. Gardez également une trace écrite des choses que vous avez faites à l'entraînement, que vous avez mises en place. Gardez une trace écrite de l'évolution de votre groupe, de vos joueurs, parce que ça vous permettra d'avoir des preuves lorsque vous aurez des problèmes à résoudre, lorsque vous aurez des joueurs qui seront en perte de confiance, etc., etc. Le fait d'avoir une trace écrite, ça permet de revenir en arrière et de montrer ce qui a été fait, bien ou pas, c'est pas la question, mais ce qui a été fait. Nous, en préparation mentale, en suivi, par exemple, donc moi, quand j'ai quelqu'un en suivi, je lui donne toujours un bouquin que j'ai publié, ou du moins je lui donne des exos et des choses écrites, parce que je sais que quand on avance dans le suivi, souvent il oublie ce qu'on a fait ensemble, et on revient en arrière, je lui montre les exos qu'il a passés au mois de janvier, de février ou de juillet, et ça permet de remettre comme ça son cerveau, de se dire, voilà, j'ai fait ça avant, ça a marché, ou j'avais tel niveau précédemment, et maintenant je suis arrivé à ça.
Donc, utilisez au maximum l'écrit, qui est une source d'information et de prise en compte de son niveau, de l'évolution beaucoup plus fiable que juste la perception visuelle et l'oral. Parce que souvent, on va un peu transformer ce qui a été dit et on va aussi ne retenir que des éléments très factuels ou très simples d'un point de vue de mémorisation visuelle, alors que là, vous avez une trace écrite et l'écrit ne ment pas, entre guillemets. Donc, c'est vraiment l'astuce numéro 1. Faites votre maximum pour avoir une trace écrite de ce que vous faites et de l'évolution de vos joueurs. La deuxième astuce va vraiment dans le sens de ça, c'est un peu la prolongation, c'est de mettre des chiffres. C'est très important. Lorsque je suis amené à intervenir dans différents contextes hospitaliers, entreprises, éducatifs, tout ça, souvent on est heurté, enfin je me heurte à des croyances qui font qu'on vous dit oui, on ne peut pas tout mesurer, on ne peut pas tout quantifier. En fait, si. Sachez qu'en psycho, on peut absolument tout quantifier. Et si vous voulez véritablement prouver, argumenter la progression de vos joueurs, si vous vous arrêtez aux chiffres que l'on vous donne, ça va être des chiffres de victoire, défaite, 1-0, 2-0, 15-3, 15-4, un classement ou tout ça. Et pour vous extraire de ça, il faut que vous donniez la possibilité à vos joueurs d'avoir des repères quantitatifs autres que simplement la défaite, la victoire ou le nombre de buts marqués. Donc, évaluez avec eux, parce que seuls ils auront du mal à le faire, leur progression, leur niveau actuel entre 0 et 10, à combien ils sont concentrés à l'entraînement, à combien ils sont dans le goût de l'effort à l'entraînement. Évaluer entre 0 et 10, à combien est-ce qu'ils stressent au mois de septembre et à combien est-ce qu'ils stressent au mois de mai. Notez tout ça, aidez-les vraiment à prendre des notes pour le coup pour eux, ou prenez-les vous pour eux, de sorte qu'en posant des chiffres sur leur profil, leur évolution, vous allez leur permettre d'avoir des critères objectifs et constructifs de leur évolution. Parce que je vous dis d'expérience pour le coup, tous les jeunes s'arrêtent généralement à la victoire, à la défaite, à l'échec, à la réussite ou à un classement. Et c'est le principal piège pour les jeunes joueurs, c'est de se laisser embarquer dans le résultat brut et la performance à tout prix. Donc voilà, mettez des chiffres sur ce que vous faites. Essayez de rendre vos entraînements aussi un peu plus statistiques, sans que ce soit forcément la prise de mesure du nombre de pas, du nombre de kilomètres parcourus, mais voilà, des éléments aussi qui sont très psycho sur la concentration, le stress, le goût de l'effort. Le temps que l'on passe à faire ça, le temps qu'on consacre à tirer des penalties, des coups francs, etc. Ces choses-là, ce sont des éléments qui sont pas forcément naturels pour des gamins à prendre en compte, mais qui pour vous sont vraiment des révélateurs très intéressants. La troisième astuce, c'est encore une fois la version un peu plus complexe de ça, un peu plus riche. Ce sera, je vous propose d'évaluer le profil, le mental de vos joueurs. Encore une fois, on sait parfaitement aujourd'hui en préparation mentale et en psychologie évaluer en gros le mental. On peut évaluer des éléments en lien avec votre personnalité, mais on peut aussi évaluer des éléments en lien avec vos compétences psychologiques et émotionnelles. Donc, on a créé différents tests chez Focus. Il y en a d'autres dans la littérature scientifique, mais on vous propose chez Focus des tests qui sont déjà assez complets, que vous pouvez passer pour vous-même si vous êtes coach, que vous pouvez faire passer à vos joueurs si vous avez des athlètes à l'entraînement. Dès 13-14 ans, ça marche. On a des versions ados et des versions adultes. Et vous avez aussi des tests qui sont plutôt à viser bien-être ou développement personnel, sans forcément qu'il y ait une recherche de performance en fond ou de compétition. Et ce sont vraiment des tests qui permettent de poser à l'instant T votre niveau d'un point de vue psychologique, d'un point de vue des compétences psycho-émotionnelles. Et c'est vraiment un outil de connaissance de soi qui est fondamental. Et je considère vraiment que le sport, ça doit servir à ça aussi. Ça doit servir à mieux se connaître, mieux se comprendre. Et c'est lorsque l'on se connaît mieux, lorsque l'on se comprend mieux, que l'on peut éventuellement changer ou améliorer des choses. Mais le point de départ, c'est la lucidité, c'est vraiment de se connaître, de savoir un peu d'où on vient, certes, mais aussi comment on fonctionne. Donc, pour vous, pour vos sportifs, n'hésitez pas à passer les tests. Je vois que Marc vous a mis
sur le chat le lien d'accès directement au test. Vous pouvez y aller, c'est entièrement gratuit. Et vous avez juste à mettre votre mail, votre âge pour justement vous proposer le test qui vous sera le plus adapté en termes de profil et de tranche d'âge. Et à cliquer après les réponses qui vous semblent cohérentes et vous aurez un compte rendu immédiat sur votre profil. Donc, troisième élément qui était donc d'évaluer le profil, le mental de vos joueurs. Et ce sera aussi pour vous extrêmement intéressant parce que vous aurez comme ça des perspectives de travail à venir, de sorte que vous pourrez ne pas avoir une perspective de travail qui va être que sur des éléments technico-tactiques ou physiques, mais qui sera aussi mental. Donc, vous pourrez, avec le temps et vos formations respectives ou complémentaires, mettre en place des exos sur le terrain qui seront un peu plus mentales. Voilà, donc c'est vraiment le point de départ, ça passe par les tests et la mise en place de questionnaires d'évaluation des profils psychologiques. Quatrième astuce que je vous propose, et on sort un petit peu du cadre là, du coup, de l'écrit et de tout ça, on va essayer autant que possible de parler d'ambition. On parle souvent d'objectifs, de motivation dans le monde du sport, etc., ce qui est tout à fait logique et compréhensible, mais pour amener un peu plus de paillettes, pour amener un peu plus de fun et de créativité et de rêve, je vous propose de parler d'ambition. Donc en début de saison ou en mi-saison, même dans les phases un peu creuses ou un peu difficiles dans la saison, c'est le moment de revenir sur vos ambitions. C'est le moment de revenir sur le projet que vous avez avec vos joueurs. C'est le moment d'éveiller chez eux justement une envie, une motivation très intrinsèque, quelque chose qui les fait vibrer, qui va faire qu'ils vont être à l'entraînement souvent, à l'heure, et en plus sérieux. Donc voilà, parler d'ambition, c'est tout simple, mais ça permet d'amener une part de rêve dans la démarche sportive qui souvent s'arrête vraiment à des éléments, je vous ai dit, très performatifs. Là, ça amène un petit truc en plus. Ça permet de créer une cohésion, de créer comment dirais-je, une ambiance particulière au sein d'une structure et d'un club ou d'un groupe d'entraînement. C'est quelque chose de vraiment, vraiment très intéressant. Et puis, ça éveille aussi, notamment chez les jeunes sportifs, l'idée que l'ambition, c'est très profond et c'est très loin. Donc, on peut très bien les amener à se projeter sur du moyen terme, si vous voulez, ou du long terme, mais c'est quelque chose qui casse un peu les stéréotypes et les clichés envers le sport et la compétition. Et le terme d'ambition est vraiment, je vous promets, d'expérience très, très salutaire et bénéfique. Donc, si vous pouvez, si vous avez le temps et l'envie, créer un discours, un speech, comment dirais-je, une intervention de début de saison d'entraînement ou de trimestre sur l'ambition. Quelle est l'ambition que vous avez et quelle est l'ambition de vos joueurs pour cette saison? La cinquième astuce que je vous propose et qui me tient énormément à cœur parce que, comme je navigue dans différents mondes, j'ai cette chance-là, je vois bien que c'est une notion qu'on perd un peu et qui pourtant a beaucoup d'importance. Donc, la cinquième astuce que je vous propose, c'est de travailler le goût de l'effort. Essayer d'enseigner le goût de l'effort dans l'entraînement. Parce que ça permet à vos joueurs de se mettre au travail, véritablement. Ça permet de se dépasser. Et le goût de l'effort est peut-être le premier élément, la première compétence qui amène à développer la confiance en soi. La confiance, à mon sens, mais ça c'est prouvé par 10 000 travaux scientifiques, elle vient du travail et du travail. Donc pour que vos joueurs soient confiants en eux, il faut que vous vous appuyez sur des notions et sur des compétences clés qui sont le goût de l'effort et d'autres qu'on peut aussi mêler à ça qui vont être souvent la concentration et la gestion du stress, dont on parlera après. Mais il faut que le point de départ, c'est vraiment le travail sur le goût de l'effort. On reste quand même dans une démarche sportive et donc il faut qu'il y ait un effort physique de fait. Et la confiance va venir chez vos joueurs si vous les amenez à se dépasser, en fait. Voilà. Et pour être vraiment très, très bon, il faut cumuler les astuces 5 avec celles qu'on a vues précédemment, de sorte que vous les amenez, par exemple, c'est tout ça, mais vous les amenez à leur demander au prochain entraînement, les gars, les filles, à l'entraînement habituellement, à combien êtes-vous dans le goût de l'effort entre 0 et 10, tout simplement.
S'ils sont à 4-5, ce qui est franchement très moyen, vous leur dites, eh bien, aujourd'hui, on va essayer de monter à 7. On va gagner 2 points. Vous mettez en place l'entraînement, vous ne les lâchez pas, vous les suivez, vous les accompagnez, vous faites tout le possible, votre possible pour les amener à gagner 2 points de goût de l'effort. Lorsque l'entraînement se conclut, vous vous arrêtez, vous faites un petit débriefing, vous leur redemandez à combien êtes-vous dans le goût de l'effort aujourd'hui, combien avez-vous été en goût de l'effort. S'ils sont à 7, voire plus, tout de suite, vous allez intégrer chez eux, implanter la notion de « je me suis dépassé » et bing, j'ai fait des efforts et bing, je suis fier de moi. Donc, il faut vraiment appuyer ça, il faut aller le marquer et leur dire que voilà, ils ont démarré à 4-5, ils ont fini à 7 et ça s'applaudit, ça se félicite et c'est vraiment là-dessus que vous espérez que ça marche. Donc, n'hésitez pas à noter ça, à le quantifier, à mettre des chiffres, à les amener d'eux-mêmes à se dépasser. Donc, le goût de l'effort, c'est vraiment très important. Je fais juste, pour terminer par rapport à ça, un petit lien avec l'école. Je vous disais que comme je navigue dans différents mondes, je vois bien que c'est une notion qui se perd et clairement, elle se perd à l'école. Très, très peu d'écoles, lycées, collèges, même l'université, mais plus dans les classes prépa ou dans les grandes écoles, vont amener les étudiants, les élèves à être dans le goût de l'effort. On normalise un petit peu tout, on le moyennise, et donc on a tendance un peu non pas à restreindre le goût de l'effort, mais en tous les cas, on ne cherche pas à le développer peut-être suffisamment. Donc, s'il y a vraiment un domaine dans lequel on peut aider les jeunes à se dépasser, c'est vraiment sur le sport. Donc, allez-y à fond. Si vous êtes coach, entraîneur, allez-y. Permettez-leur de développer cette compétence-là qui leur servira toute leur vie, vraiment. Parce que quand on sait se dépasser et être dans le dur, eh bien, on sait le faire tout le temps et c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qu'on recherche beaucoup en recrutement, entreprise ou autre. Et c'est vraiment un truc dont on sait qu'il est synonyme ou corrélé très fortement à la réussite professionnelle et l'accomplissement perso. Donc, le goût de l'effort. 6e astuce que je vous propose, qui sera un peu plus technique et qui peut-être demandera des formations complémentaires, ça va être de proposer à vos sportifs de méditer. La méditation, c'est vraiment l'outil aujourd'hui en préparation mentale que l'on retrouve partout, qui permet d'augmenter les compétences attentionnelles, concentration, reconcentration, gestion de l'impulsivité, focus et flow. C'est vraiment une notion qui est fondamentale parce que quand vous savez être dans l'instant présent, vous performez. Vous ne stressez pas, vous n'anticipez pas tout, vous ne ressassez pas le passé indéfiniment, vous êtes simplement sur l'instant présent et vous êtes concentré, de facto. Donc, si vous vous sentez capable, si vous avez été formé un peu à ça, que vous le faites aussi un peu pour vous-même, n'hésitez pas à intégrer des séquences de méditation dans l'entraînement, au début généralement de l'entraînement ou dans les phases de pause, de changement de côté ou ça de mi-entraînement ou à la fin en mode relaxation et en mode étirement. C'est vraiment très intéressant et si le terme vous dérange, vous pouvez le changer. En ce moment, ce qui est très à la mode, c'est les bulles de concentration que vous verrez bientôt dans l'équipe de France de rugby si vous regardez les 6 nations. Vous verrez que les Français, des fois, se mettent ensemble et sont clac dans leur bulle pour chercher justement à se coller sur l'instant présent et être vraiment concentré. Ça peut durer 10 secondes, 2 minutes. Donc, c'est très court, mais c'est aussi très efficace. C'est vraiment ce qui, je vous redis, vous recolle sur l'instant présent qui permet du coup de performer, d'être vraiment bon, de jouer sur le terrain avec toutes ses capacités et sa pleine maîtrise. Et si vous cumulez le goût de l'effort à la concentration, je vous garantis que vos joueurs vont être vraiment très très bons et vont progresser très vite, vraiment. 7e astuce, là elle va dépendre de vous aussi totalement. Je vous recommanderais d'être de bons comédiens. Si vous vous rappelez, par exemple, si je vous demandais, si vous étiez dans live, on pourra le faire après, si je vous demandais quels sont les profs dont vous vous rappelez ou que vous avez apprécié particulièrement à l'école, eh bien, vous me direz quasiment tout le temps les profs qui savaient vendre leurs cours, qui savaient
le mettre en scène, qui savait jouer. Et donc, vous avez tendance à aimer les bons comédiens, les profs qui sont de bons comédiens. Sachez que pour vous, c'est pareil. Un bon entraîneur est un bon comédien. C'est quelqu'un qui sait jouer la tristesse, la colère, la joie facilement, qui le commande un peu sur mesure, qui sait jouer de ses émotions pour amener chez les autres, chez ses joueurs, telle émotion aussi, ou tel engagement, ou tel comportement. Et c'est très intéressant si vous avez la capacité de jouer sur ça, parce que ça va demander à vos gars en face d'adapter leur comportement aussi par rapport à vous. Par exemple, il y a un truc tout simple que je fais souvent faire aux entraîneurs. Il y a des sports où culturellement, les coachs parlent énormément. Je m'excuse qu'il y en a dans la salle. En équitation, en tennis, je ne sais pas trop pourquoi, mais les coachs ont tendance à expliquer, argumenter, donner des conseils techniques sur chaque pas, chaque geste, chaque coup droit, chaque galop, tout ça. Tout le temps. Je pense qu'en fait, les gars n'écoutent rien en face parce qu'ils n'ont pas la capacité de jouer, d'être focus sur en même temps ce que vous leur dites. Mais bon, ça, c'est autre chose. Pour vous amuser un peu, essayez de ne pas parler à l'entraînement, essayez de ne rien dire pendant un quart d'heure, une demi-heure, et vous verrez que vos joueurs vont être totalement déboussolés. Parce qu'ils sont tellement habitués à ce que vous soyez tout le temps présent par la parole, à ce que vous criez, parliez, réagissiez, commentez, etc., que dès que vous changez un peu de comportement, ils sont perdus. Donc justement, jouez avec ça, changez votre façon d'être sur le terrain en termes de leadership ou de comportement pur en fait, et vous allez voir que ça va demander à vos joueurs une adaptabilité beaucoup plus grande, et vous allez les aider justement à faire face à différentes situations, à différents types de coaching, de management, tout ça, c'est très très intéressant. 8e astuce, celle-là elle est aussi pareille que pour vous, ce sera de trouver votre position de confiance. En fait, on a tous dans la vie des situations, des gestes, des rituels, des routines et des positions qui nous permettent de tout de suite enclencher de la confiance. Donc, avant un match pour vous, avant un entraînement, dans une situation particulière, essayez de trouver votre position de confiance. Prenez-la. Prenez pour ça 2 minutes, 5 minutes, et vous allez voir que juste en prenant la position, vous allez gagner en confiance et en assurance. La mienne, je peux vous montrer si vous voulez, c'est je mets les pieds sur la table, hop, comme ça, je m'allonge, et pendant 5 minutes, je suis comme ça. Je me crée mon univers particulier, je suis dans ma bulle totalement, dans laquelle quasiment rien ne peut se passer et me déranger. Et quand j'ai fait ça, je peux aller, hop, partir au travail. Je peux aller faire une conférence, je peux faire ce que vous voulez parce que j'ai pris le temps pour moi. J'ai pris le temps de prendre la position qui me convenait, qui était ma petite routine personnelle. Donc pour vous, c'est la même chose. Encore une fois, je répète, avant un match, avant un grand entraînement, avant une situation particulière, imposez votre position de confiance. Vous allez voir, c'est très simple, mais très efficace. 9e astuce que je vous propose. Elle est basée sur un concept qui est assez connu en psychologie positive, qui est sur le principe de la relativisation. Pour gérer des problèmes, pour gérer des émotions, il est souvent de bon ton de prendre du recul et de relativiser. Alors, il y a un outil pour ça que j'adore faire et qui marche tout le temps, qui consiste à classer les problèmes en 1, 2 et 3. Vous avez 3 niveaux de problèmes dans le quotidien. À l'entraînement, sur une saison, vous allez rencontrer plein de difficultés et plein de problèmes. Je vous propose de les classer de sorte que ça vous aidera à prendre du recul et à vous dire finalement, c'est peut-être pas si grave que ça. Donc, pour être très concret avec vous, très précis. Au niveau 3, donc le plus gros des problèmes, ce sont toutes les difficultés qui ont trait ou qui vont être en lien direct avec la mort. Une maladie grave, une très grosse blessure, des douleurs récurrentes, la perte de quelqu'un, un accident, etc., etc. Ça, ce sont entre guillemets des vrais problèmes. Ce sont des problèmes qui ont des conséquences très lourdes, et notamment qui vont être en lien avec la mort. Donc, ce sont les problèmes de niveau 3. Au niveau 2, ce sont des problèmes qui ont des conséquences plutôt à moyen terme,
qui peuvent être en lien avec, pour le coup, aussi la maladie, la souffrance, la douleur, tout ça, mais dont on sait qu'il y aura une solution, qu'on va pouvoir retrouver son état normal, une sorte de bonne santé, etc. Ça peut être en lien aussi avec l'argent, donc c'est un gros découvert à la banque ou un changement de travail un peu subi, un gros déménagement aussi un peu subi, un divorce, etc. Tout ça, ce sont des changements, des problèmes qui ont des conséquences lourdes et des conséquences qui vont souvent durer longtemps, donc sur du moyen terme. Donc forcément, elles ont un impact conséquent et elles sont de niveau 2. Au niveau 1, il y a tout le reste. Tous les petits tracas du quotidien, les petites mésententes, les conflits, je ne sais pas, pour se garer encore une soir à la maison, avec son parking ou son absence de parking, les conflits avec un président, quelqu'un qui est arrivé en retard. Tout ce que vous voulez, tout ça, c'est du niveau 1. Donc, dès ce soir, lorsque vous rencontrerez des problèmes ou des choses qui vous stressent ou qui vous énervent, posez-vous, faites-vous un beau tableau, 1 colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, et vous essayez de réfléchir à savoir si c'est un problème de niveau 1, de niveau 2 ou de niveau 3. Et vous verrez que vraiment, le quotidien est fait souvent de problèmes de niveau 1. Quand il y en a beaucoup, évidemment, c'est chiant, mais si on relativise, on se dit que finalement, ce n'est pas si grave que ça. Et le dixième astuce que je vous propose, ça va être à la fois pour vous et aussi pour vos entraînés, ça va être de travailler la notion d'imperfection et de perfection. Une des sources de stress que l'on retrouve souvent, pour ne pas dire tout le temps, dans le cadre sportif, scolaire, artistique, c'est la recherche d'absolu, la recherche de parfait. C'est encore plus vrai chez les jeunes qui sont doués, parce que comme ils sont habitués à tout le temps y arriver, ils ne connaissent pas l'échec. Donc, ils veulent toujours faire bien, être les premiers et faire les choses parfaitement. Eh bien, je pense que vous avez vous serez d'une grande aide pour eux si vous les amenez à connaître un petit peu l'échec. Donc, n'hésitez pas à mettre en place des exos difficiles, pas forcément impossibles, mais difficiles, pour qu'ils soient un petit peu dans l'échec et dans la non-réussite. C'est en se confrontant vraiment à l'échec et à la déception et à la non-réussite, à l'imperfection, que l'on apprend justement sur soi et que l'on relativise. C'est lorsque l'on réussit tout le temps et qu'on est trop dans la réussite que l'on va stresser parce qu'on va être forcément en difficulté. C'est comme souvent on va chez des joueurs pros qui on leur dit mais oh là là, par exemple chez Teddy Riner, qui a gagné une première de combat et qui n'a pas perdu d'un match depuis très longtemps, il y avait la pression constante de « Ah là là, mais quand vas-tu perdre ? Quand vas-tu perdre un combat ?» Donc, ça vient rajouter chez lui une dose de stress supplémentaire parce qu'en effet, l'accumulation des victoires fait que les gens vous voient comme quelqu'un qui est imbattable, qui ne peut presque pas tomber. Bah, en fait, si, tout le monde tombe, même Teddy Riner. Donc, voilà, essayez de mettre en place ce petit principe de se confronter à l'échec, à la difficulté et donc à l'imperfection, à l'entraînement. C'est aider grandement vos athlètes et vos sportifs et ce sera aussi vous aider vous-même. Ça vous met face à la réalité, au fait qu'on ne peut pas toujours gagner et toujours faire les choses parfaitement, si tant est que même cela existe de faire les choses parfaitement. Donc voilà en gros les 10 astuces qu'on propose pour ce soir. Je fais un petit récap pour que vous ayez tout en tête, notamment pour ceux qui sont arrivés en retard. Donc 10 astuces, pardon. Prendre des notes, mettre des chiffres pour quantifier tout ce qui peut être quantifié et vraiment pertinent pour la progression de vos joueurs. Évaluer le mental, le vôtre, celui de vos athlètes. 4e point, parler d'ambition et un petit peu moins d'objectif pour amener une part de rêve et d'imaginaire dans l'entraînement. 5e astuce, c'est enseigner autant que faire se peut le goût de l'effort, qui est une compétence phare, énorme dans le développement des jeunes joueurs et dans la réussite personnelle et professionnelle. Le goût de l'effort. 6e astuce, essayez de faire méditer vos joueurs si vous-même vous en sentez capable et intéressé. 7e astuce,
soyez comédien. Donc, essayez de jouer avec votre leadership, votre comportement sur le terrain, pardon. Et si vous voulez, prenez des cours de comédie, apprenez à faire des one-man shows, apprenez à faire de l'impro, ce que vous voulez, du clown, peu importe, ça sera vraiment pour vous pertinent et intéressant. 8e astuce, trouvez une position de confiance qui sera votre position de confiance. 9e astuce, classez les problèmes en 1, 2 et 3 pour apprendre à relativiser et donc accorder moins d'importance à des problèmes qui en fait ne sont pas forcément très importants ou très impactants. Et 10e astuce, accepter et amener vos joueurs à être dans l'imperfection. Essayez de les faire se confronter à l'échec et à la réussite. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Ça vous demande déjà de faire un peu le lien avec ce que vous faites habituellement ou déjà sur le terrain, et aussi de vous projeter un peu sur ce que vous pouvez améliorer, changer ou rajouter dans vos entraînements classiques. Voilà pour tout ça. Je vous propose de faire une petite pause gourde d'eau pour moi et je vous laisse me poser les questions que vous voulez, donc soit sur le chat habituel, soit sur l'onglet questions qui est en bas à droite de votre écran. Et je vous réponds tout de suite. Alors, Sylvain me demande, Sylvain Cousin, faut-il associer la notion de sens dans le travail de l'ambition? Question complexe, Sylvain. Le sens est une question que l'on aborde aujourd'hui tous les jours, suite certainement au Covid et aux changements que l'on a eu, aux différentes crises sanitaires, économiques, tout ça, et aussi même, je dirais, aux différents attentats, etc., tout ce que vous voulez. Bref, chacun de nous aujourd'hui est en recherche de sens, il me semble, dans ce que l'on fait au travail notamment et dans sa vie aussi personnelle. Donc, il me semble que c'est une question qui est très intello, donc très adulte. Donc, pour des jeunes sportifs, je n'irai pas tant vers ça, parce que pour le sens, c'est abstrait et c'est d'abord se faire plaisir, progresser et souvent aussi gagner. Donc, ils sont moins en recherche de sens que nous, adultes. Après, pour des sportifs, par exemple, que vous avez qui sont peut-être en effet plus adultes, ce serait en effet intéressant de mettre le sens ou d'amener un peu plus de valeur, peut-être, dans l'entraînement et dans votre recherche d'ambition. Parce que ça va être très relié, en fait. Une identité de club, de structure, et même votre façon d'être entraîneur, elle est très reliée à vos valeurs personnelles, à votre ambition perso et aussi à toute la culture, l'identité de votre structure d'entraînement, que ce soit un club, une ligue, une fédération. Donc, ouais, peut-être associer le sens avec des sportifs adultes. Avec des jeunes, je serais moins je pense, là-dessus, regardant, mais à voir. Isabelle Gibaud, je ne sais pas comment on prononce, me demande comment arriver à faire méditer des ados qui sont déjà dans le haut niveau. En fait, c'est très facile, hein, Isabelle. Je l'ai fait des centaines de fois avec des sportifs que j'ai croisés en centre de formation, au Krebs, tout ça. Au début, ils peuvent être assez réticents. Et puis après, quand on leur montre qu'on le fait avec eux, ils sont assez intéressés. Ils sont souvent aussi en difficulté. Donc, il ne faut pas hésiter à raccourcir les séances, faire des trucs beaucoup plus courts de 2 minutes, 3 minutes, 5, puis après monter à 10 minutes.
L'idée, c'est aussi d'avoir des méditations extrêmement créatives, parce que justement, si tu veux les intéresser, il faut sortir un peu du cadre méditatif classique, de la mindfulness ou de la sophrologie qui sera un peu trop centrée sur la respiration, le corps, tout ça, parce que c'est intéressant, c'est pas les questions, mais comme c'est pas très créatif pour eux, ce sera un peu une perte de temps. Donc, il ne faut pas hésiter à être créatif et à faire du lien entre la méditation et la pratique de terrain pour eux, ce qui sera du coup très proche de l'imagerie mentale. Et l'autre astuce que je peux te donner, c'est d'utiliser des casques de méditation. De sorte que s'ils ne trouvent pas l'intérêt à la méditation, tu leur mets un casque sur le crâne qui va mesurer leur activité cérébrale dans la méditation quand ils seront en phase de méditation. Et on verra comme ça avec le résultat s'ils sont concentrés, pas concentrés, s'ils sont très impulsifs, tout ça. Et ça, c'est la preuve par l'image, en fait, la preuve par la science, qui fait que les sportifs aiment bien ça à tous les âges et que je m'en sers beaucoup pour les débuts des séances de préparation mentale avec les joueurs, parce que vraiment, ça permet d'avoir une sorte de légitimité et d'objectivité dans la méditation, qui souvent quand même paraît très abstraite ou très ésotérique, voire spirituelle. Donc là, ça remet un cadre beaucoup plus scientifique et je dirais presque performatif, ce qui est assez intéressant. Donc, 2 astuces, Isabelle. Réduire un peu les séances. Enfin, 3, réduire les séances. Faire des séances qui sont très sportives ou très créatives, très en lien avec leur quotidien. Et 3e astuce, c'est d'utiliser des casques de méditation ou des outils, gadgets qui vont un peu mettre là-dedans un peu plus de fun et aussi de science ou d'objectivité. Sylvain Cousin me demande cette fois, le travail du goût de l'effort peut-il être un outil de travail sur la résilience et la réathlétisation? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. La résilience est une notion compliquée parce qu'en fait, elle englobe plein de compétences autour, voire des traits de personnalité. Donc, elle est assez complexe à définir. On la comprend intuitivement, mais... Ah, ok, je comprends. Oui, donc en fait, je vois où tu veux en venir. Il est indispensable que pour avoir confiance en soi, il faut travailler. C'est un impondérable. C'est prouvé partout, peu importe le contexte et l'environnement. Donc, pour avoir de la confiance et du travail, il faut passer par le goût de l'effort. C'est pour ça que le goût de l'effort est vraiment une compétence auquel j'accorde énormément d'importance. Et pour moi, franchement, à l'entraînement, si vous apprenez aux joueurs à être concentrés, à gérer leur impulsivité, à gérer leur stress et à, si possible, les mettre dans le dépassement du goût de l'effort, mais vous avez tout réussi. Vraiment. Parce que ce sont des compétences fondamentales et s'ils savent faire ça à l'entraînement, s'ils savent le répéter dans différents contextes, en fait, ce sont des gars qui sont armés pour l'avenir et pour la vie adulte. Parce que quand vous savez gérer votre stress, vos émotions, quand vous savez être concentré quand il le faut, quand vous savez ne pas réagir trop vite, trop impulsivement et que vous savez vous dépasser, mais les choses découlent d'elles-mêmes. C'est pour ça que la confiance est une notion dont on parle tout le temps aujourd'hui en société. Parce qu'on recherche tous la confiance, mais paradoxalement, c'est un truc que moi, je ne bosse presque pas en préparation mentale, parce que la confiance n'est que la conséquence, ce n'est que le résultat d'autres choses que l'on va travailler avant. Et dans ces choses-là, il y a en effet le goût de l'effort. Donc, si Sylvain, tu arrives à travailler le goût de l'effort chez tes élèves, athlètes, sportifs, tout ça, tu verras que très vite, ils vont gagner aussi en confiance en eux. Parce qu'en plus, souvent, quand on est dans le goût de l'effort, non seulement on est fier, mais on progresse. Et quand on progresse en match, ça se passe mieux. Et donc après, c'est un ensemble qui se met en place, une espèce d'effet boule de neige. Et le travail complété avec le résultat et donc la performance va amener encore plus de confiance. Et c'est vraiment un truc très, très intéressant. Donc, si tu peux y aller, vas-y à fond. Alors, Zouair me pose une question sur l'astuce sur la perfection-imperfection.
Euh, Concrètement, c'est quoi au juste? Un discours de soutien après une défaite lors d'une compétition, un échec à exécuter un effort ou un exercice durant l'entraînement. Quels sont les autres mécanismes autres que le discours? Donc, vraiment là, Zouer, l'idée, c'est que dès l'entraînement, tu puisses les mettre en situation difficile. Donc, que tu augmentes ton niveau d'exigence, que tu augmentes le niveau de technicité dans l'entraînement physique, voire mental. Donc, de faire en sorte qu'ils ne réussissent pas les 10 actions sur 10, qu'ils soient un petit peu dans l'échec, dans la non-réussite, et de t'en servir pour justement les amener à décortiquer pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent pas, que eux mettent leurs mots dessus, que tu mettes ton regard, toi, en complément, et avec vos deux visions jointes, vous mettez en place un processus pour justement réussir à progresser et donc à faire la prochaine fois, à exécuter l'action, la situation de jeu, non pas parfaitement, mais du moins à la réussir. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment de mettre en place un entraînement de situation difficile, d'échec, de des fois être exigeant et d'avoir aussi, ça veut dire que tu dois par contre avoir un autocurseur, une sorte d'évaluation, toi, tout seul, sur la difficulté même de tes différents exos et de savoir jouer avec ça pour des fois être dans la facilité, des fois dans le côté moyen et des fois dans le côté un peu plus difficile. Voilà. Mais c'est un peu comme un QCM, vous savez, quand vous êtes prof, vous faites un QCM et vous dites, je vais mettre 10 questions qui sont faisables, normalement qui sont abordables, de façon à ce que quasiment tout le monde ait la moyenne. Vous allez en mettre 2-3 un peu plus sophistiqués, vous en mettez 2-3 qui sont vraiment au-dessus et vous en mettez 2 qui sont très difficiles. Voilà. De sorte que pour avoir 20, il faut vraiment, vraiment travailler énormément. Il faut avoir vraiment été chercher des éléments en plus du cours ou vraiment avoir fait une petite étude comparée du cours. Voilà, c'est un peu cette idée-là. C'est d'avoir des exercices qui sont à tel niveau de difficulté, de complexité, et donc de les mettre face à l'échec et la réussite dès l'entraînement. Je crois qu'il y avait d'autres questions à côté. Je vais voir tout ce qui se passe et je vous réponds. Julien me demande si l'ambition définie par l'athlète ou l'équipe est surévaluée par rapport à leur réel potentiel. Comment faire pour ne pas leur briser leur ambition? Oh, ça c'est cool comme question, parce que c'est une question sur le terrain on voit souvent. Julien, une ambition juste est une ambition qui est partagée par les joueurs et le staff. Donc, il est très important que le choix de l'ambition, le choix des objectifs, si tu veux employer un terme plus classique, soit fait souvent en début de saison et soit en harmonie, en accord entre toi, si tu es entraîneur, ton staff, y compris le staff médicaux, etc., tout ce que tu veux, plus les joueurs. Parce que c'est dans la cohérence entre tout le monde que l'on va réussir à intégrer tout le monde dans le processus. Si l'ambition n'est définie que par l'athlète ou par l'équipe, et que tu n'es pas d'accord avec ça, vous allez être en conflit et vous allez être tout le temps dans un litige de j'ai raison, tu as raison, etc., etc. C'est pas intéressant. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien poser l'ambition et les objectifs au départ, en début de saison, ensemble. Il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut aussi que chacun s'exprime de façon à ce qu'il n'y ait pas de non-dit, pas de sous-entendu et que tout le monde soit au clair. Donc, en version de ça très concrète et très pragmatique, généralement, je dis aux sportifs et aux entraîneurs avec qui je travaille en club ou dans les structures, il vaut mieux prendre une demi-journée entière qu'on va consacrer à la création de l'équipe, la mise en place des objectifs, etc., des leaders et de l'ambition, plutôt que d'aller trop vite dans l'entraînement et de rater la phase vraiment de construction du projet, parce que c'est là-dessus que non pas tout se joue, mais qu'une grande partie de la réussite et de la bonne entente des joueurs entre eux et du staff avec les joueurs dans la saison se passe. Donc, trouver le consensus entre tout le monde. Et si jamais ce n'est pas le cas, Julien, que tu as commencé la saison, on voit qu'il y a un écart entre tout ça, il faut reposer l'ambition, il faut reprendre les joueurs autour d'une table, que tout le monde se pose, et retravailler les ambitions que tu as pour eux, que les joueurs ont pour eux-mêmes et pour l'équipe. Voilà, il faut vraiment mettre tout ça au clair, et sinon vous allez c'est prendre des risques, nécessairement.
Valentin Delbecq me demande, pour une équipe de rugby, comment motiver les joueurs à partir au combat, juste avant un match et en même temps associer une bulle de méditation qui va les détendre? C'est une très bonne question. C'est pour ça qu'au rugby, il parle de bulle de concentration et non pas de méditation. C'est parce que c'est beaucoup plus court, ça dure 2 minutes et c'est vraiment pour se remettre, clac, dans l'instant présent. Sur des petits, comme ça, moments de match, dans le match ou avant le match ou à la pause. Les grosses séances de méditation qui durent des fois 10, 20 minutes, tout ça, c'est très utile, mais ce n'est pas à faire juste avant la performance, c'est à faire une demi-heure, 1 heure, voire plus avant le match ou la compétition, pour vraiment trouver à la fois une sorte de calme mental, mais aussi l'état émotionnel que tu veux. Et en fait, la différence qu'il y a entre la méditation, entre guillemets, classique et celle qu'on fait chez Focus, c'est que dans la méditation classique, on va vraiment chercher l'état de calme, d'apaisement et de sérénité mentale, alors que chez nous, on va chercher ça au quotidien. Et dans les phases de performance plus concrètes, on va aussi chercher un peu plus d'émotionnalité et un peu plus comment dirais-je, de création d'imaginaire performatif. Donc, par exemple, une séance que les sportifs adorent faire avant un match, c'est je leur demande déjà en travail en amont de choisir leur animal totem. Si c'est un tigre, un lion, je ne sais pas, un loup, un faucon, ce que vous voulez. Et on crée une méditation pour eux où on va s'entourer de l'imaginaire du faucon, du lion, et on va leur donner la force de leur animal totem. Voilà. Donc ça met une sorte de calme mental d'instant présent, cumulé, associé à toute la force et tout l'imaginaire de performance, d'animalité, voire de combat de leur animal préféré. Voilà, c'est un jeu vraiment dans le monde du sport pro et dans les sports de combat d'autant plus, même collectif, entre trouver la sérénité, le calme mental, plus le niveau d'énergie et d'émotionnalité qui est pour chacun des gars productif et performatif. J'ai une autre question de Guillaume. Guillaume Thomas qui me demande comment expliquer à de jeunes athlètes ce qu'est le goût de l'effort précisément. C'est très simple. Tu leur demandes de faire une rédaction sur leur sportif préféré. Tu leur demandes quel est leur sportif préféré, leur idole, d'aller fouiller sur Wikipédia et sur différents sites web comment ces joueurs en sont arrivés à ce niveau-là. Et ils vont très vite se rendre compte qu'ils ont travaillé. Donc, ils ont été constamment dans le goût de l'effort. Donc, en t'appuyant sur des modèles, sur des stars, entre guillemets, tu vas leur permettre de comprendre qu'en fait, il n'y a rien sans effort, même s'ils sont doués, qu'ils sont talentueux à la base, ils ont énormément travaillé. Et donc, tu t'appuies sur ça pour le transposer, amener, on va dire, ouvrir la porte chez eux du goût de l'effort, et après, tu le retransmets avec eux sur le terrain, en augmentant la difficulté sur le terrain, en allant vers le dépassement physique, mental, etc., etc. Voilà. Une astuce qui marche très bien chez les jeunes et adolescents. Donc Clément, du coup, j'ai répondu à ta question qui était un peu la même que Guillaume Thomas. Et je vais revenir au chat. Sylvain, toujours me demande 3 niveaux de relativisation, ok, mais comment faire pour gérer l'interprétation de chacun de la réalité? Les faits, Sylvain. C'est très compliqué ta question parce qu'en fait, la perception est vraiment une notion clé en psychologie. Chacun a sa perception d'un événement, mais on peut quand même revenir au réel. Et ça me fait rire parce que j'ai fait ça il n'y a pas longtemps et en fait, je l'ai fait à une équipe de gars en formation et ils ont commencé à mettre des scores à 2 partout et en parlant entre eux et avec moi et mon collègue formateur, ils ont réduit à 1,5 et après niveau 1. Ce qui se passe, c'est qu'en effet, les anxieux ou les stressés de la vie en général ont tendance à tout prendre très au sérieux et à tout voir comme extrêmement difficile, douloureux, problématique et grave, en fait. Voilà. Donc, c'est leur perception de la réalité qui est souvent sous un axe trop négatif ou trop anxiogène. Donc, il faut poser les choses avec eux, mettre tout ça par écrit, reprendre la réalité même des faits, à combien est le découvert à la banque, depuis quand tu as mal, à quel niveau tu as mal entre 0 et 10,
Ce conflit, il dure depuis combien de temps? Est-ce qu'il est résolvable ou pas, etc., etc., etc. On pose tout ça par écrit et de là, on arrive à rentrer plus facilement dans les cases de 1, 2 et 3. Mais il faut faire attention parce que souvent, les anxieux parlent beaucoup, expriment beaucoup leurs émotions négatives et ils vont vous embarquer justement dans leur brouhaha et leur confusion des fois mentale due au stress et à l'anxiété. Donc, il faut poser par écrit tranquillement, revenir au fait tout le temps pour justement après mettre dans la bonne case le problème. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit dans les astuces 1 et 2 de prendre des notes. C'est parce qu'en fait, la difficulté que l'on a avec certains profils et de façon générale, c'est que si l'on se base que sur le ressenti, terme que je déteste totalement au quotidien et que j'emploie jamais en formation, c'est que si on se base que sur ça, on va être dans le faux, entre guillemets. Les faits sont objectivables, on peut les noter, on peut les quantifier, on peut mettre une date dessus, on peut mettre un niveau, etc., etc. Et donc ça, si vous le notez, vous avez du coup plus d'objectivité. Et en ayant une trace écrite, vous pouvez le reprendre en fait. Ça vous évite de reconstruire la réalité et de changer un peu l'histoire de ce qui s'est passé, quoi. Donc essayez vraiment de vous appuyer au maximum sur le rationalité. Et en effet, Sylvain, le but quand même de la préparation mentale, je l'explique souvent, c'est quand même d'avoir moins peur, de façon générale. C'est d'avoir moins peur de tout, de choses qui n'ont pas forcément de danger pour soi, qui ne sont pas réellement dangereuses dans tous les cas. Et c'est donc de gagner en cerveau bleu, comme on dit souvent, c'est-à-dire en cerveau rationnel. Les gens sont en danger lorsqu'ils laissent trop de part à leurs émotions. Lorsque leur comportement, leur raisonnement, leur explication du monde, des comportements des gens, d'autrui, de l'art, etc., sont trop pris par le rouge, par l'émotionnalité. Évidemment, on a des émotions, évidemment, elles sont utiles, elles ne sont pas là par hasard, mais elles sont aussi des biais cognitifs et des leurres très importants. Donc, il faut faire attention à ces émotions, notamment les émotions négatives, mais aussi positives. Par exemple, on va très vite. En match, on voit souvent ça, en fait. On va en tennis, vous voyez un mec qui fait un point, qui gagne extraordinaire. Il est tellement content que le point d'après, il perd en un coup de raquette. Parce qu'il était tellement dans l'euphorie qu'il n'est pas revenu, on va dire, à la réalité et que l'émotion positive du juste avant est encore présente chez lui et du coup, elle a impacté son point. Donc, il a gagné un point, il était content, qui a duré 45 secondes. Il en a perdu un qui a duré 3 secondes. Voilà, le ratio est vite fait. Donc, faites attention à l'émotionnalité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi que vous avez tout intérêt à travailler le stress de vos joueurs à l'entraînement. Parce que plus vous leur apprenez à être concentrés dans l'effort et à gérer leurs émotions et donc leur stress, plus vraiment ils gagnent en assurance, en confiance, et plus ils prennent la vie de façon positive et ils font des choses, quoi. Ils avancent. Donc c'est vraiment ça qui est important de mettre en avant et que je pense le sport met en avant particulièrement. Allez, je vais prendre encore une ou deux questions si ça vous va, parce que le temps file. Je regarde si vous avez des questions là-dessus. Isabelle me demande comment faire quand un jeune sportif n'arrive pas à être lucide malgré les exos. Eh bien, il y a une astuce qui marche bien, c'est de mélanger, de croiser les sources d'informations. Par exemple, il y a un exo que j'aime bien faire. Souvent, je leur fais des flèches. C'est dans un des bouquins que j'ai publié en préparation mentale, des flèches où ils évaluent leur niveau d'un point de vue psychologique, physique, technique, tactique et social, entre 0 et 100%. Ils mettent tout ça, ils mettent des croix, des scores à 45%, 80%, ce que vous voulez. Après, ils expliquent le pourquoi du comment. Parce que là, j'ai fait ça, ou là, il me manque ça, ou là, je ne suis pas assez gainé, ou je ne sais pas quoi. Enfin, bref, ils expliquent tout ça. Et pour m'assurer qu'ils sont dans le vrai, ce qui évidemment n'est jamais le cas parce que je n'en ai jamais vraiment lucide sur soi, je leur demande de faire répondre, les mêmes questions flèches à leur entraîneur. De sorte que leur entraîneur met aussi son point de vue
qu'il écrit avec les chiffres, etc. Et on compare les deux visions de l'entraîneur et de l'athlète et on voit s'il y a une cohérence ou s'il y a un gros décalage. Et généralement, le coach étant assez influent ou étant assez respecté, on arrive à trouver une sorte de compromis et de retour à la réalité. Et pour ce qui est de la partie plus psycho, là, je peux avoir un avis. Je leur dis aussi, ben moi, à mon avis, sur la partie psycho, avec tel test que tu as passé avant et comment on est ensemble, ce que tu m'expliques, tout ça, tu as à tel niveau d'un point de vue mental, psychologique. Donc, en fait, j'utilise mon expertise ou celle de l'entraîneur qui est plus technico, tactique, terrain, tout ça, pour arriver à une sorte de compromis et de réalité. Voilà, donc c'est une astuce que tu peux aussi avoir. Vous pouvez prendre éventuellement l'avis des parents, mais qui sera plus facilement critiqué par les jeunes et surtout moins écouté. Donc attention. Mais par contre, l'avis des experts, entre guillemets, c'est toujours influent chez des jeunes parce qu'ils se plient quand même très facilement à ce que des figures d'autorité qu'ils légitiment et qu'ils légitimisent et qu'ils considèrent comme vraiment, on va dire, expertes, là, ils vous font confiance. Donc, voilà, c'est une des astuces. Et donc, Isabelle, je te redis, donc, le joueur répond pour lui. Et tu prends la même feuille ou tu en fais une autre et tu demandes au coach de répondre directement. C'est le coach qui va répondre pour le joueur. Donc, tu auras l'avis du coach et l'avis du joueur que tu pourras croiser après. Exactement. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. C'est allé vite, hein, parce que 10 astuces, ça défile. Et chacune d'elles mériterait 1 heure pour expliquer vraiment le pourquoi du comment, tout ça, comment on le met en place et quelles conséquences ça peut avoir sur vous et par rapport à vos sports respectifs. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à répondre au sondage que vous avez aussi sur le webinaire. On va mettre en ligne bientôt d'autres dates pour des webinaires à venir. Et on va même publier un bouquin, pour tout vous dire, avec mon collègue Jérémy Bertin. On va publier un ouvrage en préparation mentale pour les entraîneurs, dans lequel vous retrouverez ce genre d'astuces-là et d'autres encore qu'on a travaillé, écrit, tout ça, expliqué en schéma, en théorie, tout est en place. Voilà. Je vous dis encore un merci. J'espère vous voir très vite. Passez une très bonne soirée. Ceux qui ont raté le début, n'hésitez pas à aller voir le replay ou bien vous appuyez sur le sketch note qui va être très vite dans votre boîte mail. Je vous dis encore merci beaucoup. Passez une très bonne soirée et à très vite.